L'histoire, c'est Batman qui poursuit Catwoman, qui, lors de la poursuite, alors qu'il voltige d'immeuble en immeuble avec le grappin, avec son fameux bat-grappin, eh bien celui-ci est coupé par une lame. Batman va tomber de plusieurs dizaines de mètres au sol, il est gravement blessé. Et à partir de là, en fait, va s'installer une intrigue où il comprend que certains de ses ennemis sont, alors, soit en un mode opératoire différent de d'habitude, soit ont été upgradés en fait dans leur pouvoir. Et parfois les deux en même temps. Donc la question est, vu que ça arrive sur plusieurs ennemis en même temps, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Donc qui est ce nouvel ennemi qui s'en prend à lui et comment se fait est-ce que on a réussi à couper son grappin. Ça, c'est au second plan. C'est vraiment la priorité, c'est d'abord qui est le nouvel ennemi. Où on se doute bien que le nouvel ennemi, c'est le fameux Silence, mais lui, il ne le connaît pas encore puisque c'est un nouvel ennemi. L'intrigue est hyper bien fichue. C'est-à-dire que même en connaissant la véritable identité de Silence, même en connaissant des retournements de situation, on voit comment Jeff Lobb posait des indices et posait des fausses pistes. Et les deux à la fois. Donc, comment il était légitime que Batman se trompe dans son enquête, parce que c'est une enquête, hein, donc forcément vous allez d'erreur en erreur jusqu'à trouver la bonne réponse. Mais voilà, mais nous-mêmes, en sachant la bonne réponse, on voit des choses qui nous aiguillent sur les mauvaises. C'est génial. Là-dessus, c'est génial. Il y a un travail de collaboration entre Jeff Lobb et Jim Lee à ce niveau-là. Ça se passe aussi bien au niveau du scénario que des décors. Vraiment qui est excellente. Alors moi, ça c'est un bouquin que je recommande énormément comme première lecture de Batman. Avant même Batman Year One, je recommande Batman Silence. Pour deux raisons. Pour trois raisons. Oui. Les dessins de Jim Lee sont hyper accessibles, c'est joli et généralement tout le monde trouve ça joli. Deuxièmement, l'enquête est vraiment intéressante. Troisièmement, on voit énormément de personnages de l'univers de Batman, voire de l'univers DC Comics, un peu plus élargi. C'est-à-dire qu'on va voir Superman, on va voir Huntress, donc de la Bat Family. Voilà. On voit on nous parle d'Oracle, je sais plus si on voit. Oui, je crois qu'on voit Oracle, mais. Bref, on nous présente comme ça un peu des personnages autour, donc ça nous fait une super première approche de l'univers de Batman, parce que du coup, en fait, c'est une approche qui va être très accessible. C'est-à-dire que quand on rencontre Oracle pour la première fois, bon, bah en fait, on a très bien vu qu'elle aidait Batman dans son enquête avant, donc on voit très bien en fait le rôle de super geek, de l'informatique qui contrôle les caméras de la ville, tout ce que vous voulez, qu'elle peut avoir. Quand on voit Huntress pour la première fois dans le comics, on comprend très bien son rôle de nouvelle héroïne en ville qui n'est pas encore acceptée par tout le monde. Et peu importe, en fait, à ce moment-là, de savoir quelle version de Huntress c'est. On s'en fiche. Le scénario, justement, ne va pas s'attarder sur dire oh là là, il y a une crisis il n'y a pas longtemps, est-ce que c'est un tel ou une telle, quelle version, tout ça. Tout ça, on s'en fout, c'est juste oui, c'est une nouvelle héroïne en ville. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, quel est l'impact émotionnel, psychologique, intellectuel, tout ce que vous voulez, sur les autres personnages? Euh, de la même manière, vu que tous les personnages se voient boostés ou changent de mode opératoire, ça nous permet d'avoir une nouvelle présentation des personnages, puisque pour Batman aussi, c'est une nouvelle première rencontre. Le premier personnage pour qui on a ça, c'est vraiment l'introduction, c'est Killer Croc. Quand on voit Killer Croc, il ressemble pas du tout à Killer Croc, il ressemble au lézard dans Spider-Man. Une version sous stéroïde du lézard, mais il a vraiment plus la gueule du lézard que de Killer Croc. C'est surprenant pour nous, mais c'est surprenant pour Batman aussi. Et ça va être ça un peu avec tous les personnages. Il y a ce côté où, ok, on nous rappelle vite fait qui c'est, donc on en a une idée, sachant que les seuls personnages qu'on ne présente pas trop, c'est des personnages très connus comme le Joker et Harley Quinn. Et les autres, en fait, on va nous donner suffisamment d'informations pour
capter vite fait qui c'est. Mais vu que la situation elle est nouvelle, dans tous les cas, ça va être la nouveauté aussi pour le personnage. Et nous, on se sent pas perdu du fait que c'est aussi une nouveauté pour Batman. Bref, vraiment excellent comme première approche. Comme je disais, les dessins de Jimmy sont superbes, mis à part deux petits défauts. Et vraiment, deux dessins dans tout le bouquin. Il y en a un où c'est la... Alors je pense que c'est la perspective qui est pas bonne. Il y a Catwoman qui est en train de courir ou de donner un coup de pied, je sais plus. Et alors autant les proportions sont à peu près bonnes, puisque normalement la cuisse, la jambe et le torse font à peu près la même taille. Et donc là, cette question des 3/3 est respectée. Mais en fait, on a l'impression que si on regarde juste le bas du corps, à partir des hanches, ça va, tout est proportionnel. Si on regarde le haut du corps, au-dessus des hanches, ça va, tout est proportionnel. Mais les deux ensemble, il y a un truc qui va pas, ça va pas ensemble. Donc voilà, ça c'est un problème. Mais du coup, vraiment, c'est la seule case, le seul dessin qui a un défaut dans ce bouquin. Tout le reste est sublime, vraiment sublime. L'autre truc, c'est, on va dire, du male gaze. Alors, il y a quelque chose que j'apprécie, c'est, alors je sais plus quel dessinateur disait ça sur Spider-Man, mais je trouvais ça extrêmement pertinent. Il disait que quand il dessinait Peter Parker, il le dessinait normalement. Peter Parker marche dans la rue, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais s'il devait dessiner Spider-Man, jamais il ne montrait Spider-Man en train de marcher ou pour discuter. Spider-Man doit toujours être accroché à un mur, au plafond, quelque chose, il utilise ses pouvoirs. Et donc, il le rend plus, on va dire, plus arachnéen, si vous voulez. Voilà, il le caractérisait comme ça. De la même manière, Catwoman, je comprends tout à fait que ce que fait Jim Lee, ça va être en fait de rendre Catwoman très féline. C'est-à-dire que si Catwoman se déplace, ça va être à quatre pattes, très cambré. Donc forcément, c'est Jim Lee. Les filles sont très sexy. Mais là, il y a une case que je vais mettre en illustration parce qu'elle est. La première fois que je l'avais lu, je me oui, ok, c'est le côté sexy. Ok, là aujourd'hui, ouais, quand même, quoi, quand même. C'est vraiment. Ok, alors là déjà, Catwoman tient vraiment sur le bout de ses ongles. Enfin, c'est ridicule. Mais bon, pourquoi pas. Mais c'est surtout ce choix de pose, c'est vraiment. Ok, allez, Catwoman choisit à ce moment-là de montrer son minou à Lois Lane. C'est juste ça. Euh, elle n'est pas particulièrement féline, elle n'est pas particulièrement dans une démonstration de force de ses talents d'acrobate. C'est vraiment juste Jim Lee qui s'est fait plaisir, quoi. Là, je vois pas d'autre explication. Ce truc-là, il est... ouais. Aujourd'hui, pour moi, il dénote un petit peu. Le reste du bouquin est simplement sexy. C'est-à-dire que c'est... oui, il y a du fan service, il y a des plans où effectivement on a une contre-plongée pour voir un plan de fesses ou des choses comme ça. Bon, voilà, c'est pas dramatique, c'est pas aussi criant, on va dire, de male gaze que cette image de Catwoman qui écarte les jambes. Voilà. Le, pour le reste, en termes de narration, de mise en page, de dessin, ah oui, alors pareil, ça, très souvent on parle de Jimmy pour avec la colorisation un peu numérique qui sied très bien à son dessin. Mais là, il y a des pages de flashback qui sont ancrées, qui sont à l'aquarelle, qui sont à l'aquarelle. Et wow, c'est hyper beau, Jimmy à l'aquarelle. On devrait en voir plus souvent. On est à cette époque où Jim Lee n'avait pas fait un design horrible au costume de Batman, donc du coup son costume est très lisible. Euh, de même que les décors, les décors sont sublimes. C'est hyper détaillé, la composition est vraiment très belle. Euh, vraiment, un excellent scénario, des excellents dessins, euh, hyper accessible. Vraiment, si vous devez commencer Batman, il faut commencer par ça. Très souvent, les gens aujourd'hui recommandent d'accord des hiboux pour commencer Batman. Perso, je suis pas hyper d'accord avec ça. Dans tous les cas, moi je recommande celui-ci et ensuite Batman Year One. Parce que Batman Year One a quand même un ton beaucoup plus polar, film noir. Voilà. Il est peut-être moins accessible que celui-ci qui
qui est vraiment très accessible tout en ayant une enquête qui est vraiment passionnante et des super retournements de situation, des super dessins. Batman Year One fait partie de mes favoris aussi. Mais voilà, j'estime que Batman Year One est un peu plus exigeant vis-à-vis de ses lecteurs que Batman Silence. Bref, on va en venir à la cour des hiboux. Pour moi, la cour des hiboux a un gros défaut qui est que bon, bah en fait, si vous avez vu le film, le deuxième Batman de Nolan, ou si vous avez déjà lu Batman Silence, eh ben la cour des hiboux, en fait, niveau enquête, c'est ultra faible. C'est vraiment bon. Eh ben on nous présente une situation, nous lecteurs, on se dit ah bah c'est bon, en fait, c'est ça qui va se passer. On lit 150 pages pour que ça se passe exactement comme on avait compris à la page 2. Alors il y a des choses très chouettes dans la cour des hiboux, les dessins de Capullo sont jolis, le coup du labyrinthe, tout ça c'est chouette. Mais alors je trouve que ça manque de consistance la cour des hiboux pour moi. Alors peut-être que c'est pour ça que les gens le conseillent en première lecture, c'est que du coup ça leur semble accessible. Mais pour moi en fait le scénario est faible. L'enquête elle est très facile. Alors que là, on a une enquête qui, dans la première moitié de ce bouquin, pareil, l'enquête elle est facile. L'enquête, nous on se dit, ok, ça va là, ça va là. Non, la deuxième partie du bouquin, enfin toute la deuxième moitié du bouquin, vous savez plus du tout. En fait, on vous fait tellement comprendre que non, ça c'était une fausse piste, ça c'était une fausse piste, ça c'était une fausse piste. Ok, vous êtes plus sûr de rien. Voilà, ça fonctionne très bien. Bon, je relirai la cour des hiboux, je referai une vidéo dessus. Enfin, je ferai une vidéo dessus plutôt. Mais quand je l'ai lu, c'est vrai que bon, je trouvais pas que c'était à la hauteur de sa réputation. Surtout que Snyder avait quand même fait un récit, je sais plus le titre en tête, mais ça, c'était un super polar écrit par Snyder, vraiment une super enquête et tout, très très bonne. Euh, la cour des hiboux, il y a un super concept. Derrière, il y a vraiment cette idée de... La cour des hiboux, c'est un très bon concept sur Gotham. J'aime beaucoup. Ça, c'est pas le souci. C'est l'enquête de Batman qui me gêne dans la cour des hiboux. C'est-à-dire que c'est pas à la hauteur du détective, du plus grand détective du monde, quoi. Voilà, tout simplement. Alors que le polar dont j'ai oublié le nom chez Batman, écrit par Snyder, où là il était question du fils Gordon. Ouais, là ça c'était costaud, là ça c'était très bon. Bref, tout ça pour dire que si vous hésitez pour commencer en poche entre La Cour des Hiboux et Batman Silence, très clairement, Batman Silence. Batman Silence est vraiment excellent. Petite chose que j'ai remarqué là, on va dire ma deuxième lecture aujourd'hui, ou ma troisième lecture peut-être. Il y a des clins d'œil en fait à Frank Miller. Enfin plutôt à Johnson, le dessinateur de The Dark Knight Returns. C'est-à-dire qu'il y a des poses de Batman, il y a des plans, en fait, des compositions de cases qui rappellent énormément The Dark Knight Returns. La manière dont Batman bouge, la manière dont Batman a certaines poses dans certaines cases, très clairement, ça rappelle The Dark Knight Returns. Donc ça s'inscrit, en fait, un petit peu dans ce... En gros, on voit le Batman qui va devenir celui du Batman de The Dark Knight Returns. Ce qui est sympa, c'est que c'est pas simplement en fait une référence en faisant un swipe en fait, en faisant exactement la même pose. C'est simplement des poses qui sont similaires où on sent l'influence en fait. Et du coup, c'est à la fois assez discret, notable mais discret. Vraiment très très chouette. Voilà. Beaucoup de positifs. Rien de dramatique dans le négatif. Voilà. Rien de dramatique dans le sens où, oui, voilà, c'est comme je disais, la pose de Catwoman, c'est critiquable, c'est un dessin sur, je sais
Ouais, 300 pages peut-être. Bref, ça efface pas toutes les qualités de ce bouquin-là. Franchement, Batman Silence, si vous l'avez jamais lu, foncez, parce que même en lecteur aguerri, c'est très très bon. Si vous savez de quoi il retourne pour les retournements de situation et les révélations qui sont faites, pareil, c'est pas grave, c'est suffisamment bien écrit pour que même en sachant exactement de quoi il en retourne, c'est passionnant à lire. Si vous l'avez pas lu, c'est un bouquin qui retourne un peu le cerveau sur la fin. Voilà, génial, excellent récit de Batman, excellent pour commencer, en poche, les dessins devraient rester très jolis. Foncez, foncez, voilà.